Si vous avez passé un peu de temps sur internet, vous avez probablement rigolé devant une de ces vidéos du genre Don't call Elmo at 3 AM. Vous voyez de quoi je parle? Qu'on le veuille ou non, ces vidéos ont plein de vues. Mais que se passerait-il si un soir, ces mêmes youtubeurs étaient confrontés à quelque chose de réel? Ces 4 live streamers s'apprêtent à passer la nuit dans une maison hantée. Mais quand une secte démente s'invite tout à coup à la fête, ça va se transformer en un véritable combat pour leur vie. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez probablement faire et comment battre le tueur en live stream dans Chad Gets the Axe. Ce streamer est sur le point de passer la pire nuit de sa vie. Spicy Steve est un aspirant streamer connu pour se lancer dans l'exploration de bâtiments hantés. Ce soir, il se trouve dans une usine abandonnée à la recherche du fantôme d'un concierge démoniaque. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Au début, on dirait que l'endroit est vide. Mais quand il va dans les toilettes, il remarque une paire de godasses qui pointent leur nez sous la cabine. Tout à coup, un homme portant un masque de hockey franchit la porte, effrayant Steve au point qu'il se met à pleurer comme un bébé. Mais ce n'était qu'une mauvaise blague montée par son plus grand rival, Chad. Un mois plus tard, Steve se fait toujours critiquer pour ce qui s'est passé à l'usine, mais il a un plan pour renverser la situation. Il va faire équipe avec Chad pour un live stream qui durera toute la nuit au Manoir du Diable, un des lieux les plus hantés au monde. Après avoir atterri à l'aéroport, il rencontre Jennifer et Spencer, des streamers sympathiques, et arrive enfin au manoir juste après la tombée de la nuit. Steve a déjà plus de 10 000 fans qui l'attendent avant même que le live ne commence. Mais dès qu'il se met en ligne, Chad commence immédiatement à prendre le contrôle de tout le show. Même si ça énerve Steve, il ne peut pas nier que ça marche. Et quand il regarde leur nombre de vues, il voit qu'ils ont déjà plus de 50 000 spectateurs. Alors qu'il se dirige vers la maison, Steve explique qu'elle appartenait au gourou d'une secte, Wilson Burroughs, qui a kidnappé 5 personnes de la ville pour ses rituels, mais qui n'a jamais été arrêté. Chad plaisante en disant qu'il pourrait tomber sur lui ce soir, mais il ne se doute pas une seconde qu'il a raison à 100%. Ok, ces 4-là sont sur le point de tomber dans un piège mortel, mais ils ne s'en rendent même pas encore compte. Ils se disent peut-être qu'ils ont trouvé l'endroit idéal, mais l'isolement total de la maison rend ce qu'ils font extrêmement risqué. En effet, il y a de fortes chances qu'ils ne captent plus de réseau, et même s'ils pouvaient appeler à l'aide, la police mettrait beaucoup de temps à arriver. Ils seront donc pratiquement livrés à eux-mêmes en cas de problème. S'il arrive quelque chose à leur voiture, ils devront revenir à pied à travers le marais, qui sera plein d'alligators, de serpents venimeux, sans parler des pecnos zombifiés. En ce qui concerne la maison elle-même, elle pourrait avoir des planchers pourris ou des plafonds qui s'effondrent, et ce n'est pas le genre d'endroit dans lequel on aurait envie de se retrouver piégé à l'intérieur. Ensuite, il faut se rappeler avec qui ils sont venus ici. Chad est un blagueur, et s'il organise quelque chose ici, ça pourrait conduire à une situation dangereuse s'il faisait paniquer les autres. Mais ce n'est pas le pire. La raison pour laquelle ils ont choisi cet endroit, c'est parce qu'une secte l'a utilisé pour des rituels démoniaques. Il pourrait encore tomber sur les esprits vengeurs des victimes, sur une sorte d'être démoniaque, ou même sur les sectaires eux-mêmes, puisque leur chef n'a jamais été arrêté. Dans ces conditions, la première chose que je ferais serait de dire à un ami ou à un membre de la famille en qui j'ai confiance ce que nous avons l'intention de faire et de fixer les heures auxquelles nous prévoyons de prendre des nouvelles au cours de la nuit. De cette façon, ils sauront déjà qui appeler à l'aide en cas de problème. Au lieu de se rendre sur place avec leur seul téléphone, ils devraient tous avoir des lampes torches séparées avec des piles de rechange et des talkie-walkie pour pouvoir communiquer même s'ils devaient ne plus avoir de réseau téléphonique. J'apporterai également des fournitures de premier secours au cas où quelqu'un se blesserait, une batterie portable pour recharger nos téléphones, et même une carte physique et une boussole pour que nous puissions retrouver notre chemin si le signal devait être coupé. Maintenant, une fois à l'intérieur, ces gamins vont devoir rester groupés, ou au moins par 2. Non seulement ils pourront ainsi se protéger mutuellement, mais ça réduira aussi les risques que cet idiot de Chad fasse encore une blague. Au cas où ils auraient besoin de s'enfuir rapidement, je fixerai un point de rencontre à l'avance pour que tout le monde sache où se rassembler. Pour moi, retourner à la voiture semble être le meilleur choix puisqu'il chasse des fantômes, mais ça ne pourrait pas faire de mal d'apporter quelques éléments très clichés comme du sel ou un fer à cheval pour éloigner les mauvais esprits. J'investirai également dans du matériel de chasse aux fantômes, comme une boîte à esprits, des caméras thermiques ou même une planche de Ouija. Ça rendrait le live stream beaucoup plus intéressant, et ça vous donnerait un avertissement préalable si une activité surnaturelle réelle était sur le point d'avoir lieu. Bien sûr, quelle que soit la situation, il n'est jamais inutile d'avoir quelque chose pour se défendre, et ces 4-là vont pouvoir découvrir pourquoi dans très peu de temps.
Avant d'entrer, Steve essaie de les avertir qu'ils doivent être prudents parce que la maison pourrait être dangereuse. Mais Chad s'élance immédiatement à l'intérieur avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase. Les autres le poursuivent, entrent dans la maison et commencent à l'explorer. L'endroit est vraiment effrayant, mais pour l'instant, il ne s'agit que des vieilleries habituelles que l'on s'attend à voir dans n'importe quel autre bâtiment abandonné. C'est alors qu'ils entendent un bruit provenant de la cuisine, et on dirait que quelque chose frappe à la porte du placard. Tout à coup, la porte s'ouvre avec fracas, mais ce n'est que Chad affublé d'un masque lumineux qui se livre encore une fois à une de ses petites blagues habituelles. Il s'ennuie déjà, alors il décide de monter dans les chambres où ont eu lieu certains des sacrifices, pendant que les deux autres continueront à explorer le reste de la maison. À l'étage, ils arrivent dans une chambre où le lit a été complètement détruit et où les fenêtres sont toutes barricadées de l'extérieur. D'après les photos de la scène de crime, il devait y avoir un pentagramme quelque part sur le sol. Chad le trouve rapidement caché sous un tapis. Mais le pire, c'est que le sol est encore taché du sang de quelqu'un. C'est alors que le streamer a une très mauvaise idée. Il dit que s'ils atteignent 150 000 spectateurs, il pissera sur le pentagramme pour que le monde entier puisse le voir. Bien sûr, les internautes affluent et Chad relève le défi, faisant comme si tout ça n'était qu'une blague. Maintenant, ils ont dépassé les 160 000 vues, et le chat se déchaîne à chaque seconde. Les garçons décident de prendre des nouvelles du petit couple en regardant leur stream en direct. Mais ils sont simplement dans une des salles de bain en train de montrer les abdos de Spencer. Leur live stream ne représente qu'une fraction des vues de Steve et Chad. Ils continuent donc d'explorer l'étage et trouvent une pièce avec une vieille télévision dans un coin. Au moment de sortir, Chad remarque qu'il y a un verrou à l'extérieur de la porte et fait mine de vouloir enfermer Steve. Il découvre un peu plus loin une porte avec un escalier qui mène au grenier. Et sachant que c'est toujours dans les greniers qu'on trouve les choses les plus glauques, il monte immédiatement les escaliers et jette un coup d'œil. Et ce dernier ne les déçoit pas. Avec leur lampe torche, ils sont choqués de trouver un vrai cadavre retenu par des chaînes à l'autre bout de la pièce. Steve se rend vite compte que la situation est grave et il dit qu'il ne comptait pas trouver quoi que ce soit de dangereux. Mais Chad n'est pas du même avis. Pour lui, ce n'est qu'une excuse de plus pour faire ses pitreries habituelles. Et il veut utiliser ce corps pour gagner autant de vues que possible. Chad se penche vers la caméra et annonce qu'il va frapper le corps avec un bâton. Mais même cette idée ne suffit pas pour les fans. Quand Steve regarde le chat, il voit qu'ils veulent qu'il aille encore plus loin. Et ils le mettent au défi de mettre certains de ses produits de merchandising sur le corps pour rigoler. Le streamer hésite d'abord, mais après avoir réfléchi, il accepte de le faire pour peu que le nombre de spectateurs atteigne 400 000. Le nombre augmente de plus de 100 000 presque instantanément. Et maintenant que Steve se sent vraiment en confiance, il décide de relever le défi. Il passe la caméra à Chad, s'approche et met sa casquette sur la tête du jeune homme. Puis ils retournent tous les deux en courant au rez-de-chaussée pour retrouver les autres. Mais la vérité, c'est que tous ces gens sont sur le point de les voir mourir. Ok, c'est moi où cette situation me semble particulièrement familière. Quoi qu'il en soit, c'est exactement la raison pour laquelle on ne peut pas laisser un gars comme Chad traîner dans les rues. Quiconque pense que c'est une bonne idée de faire un pissou sur un pentagramme a envie de mourir. Tout simplement parce que personne ne sait sur quel genre d'esprit maléfique vous allez littéralement pisser. C'est l'enfer tout entier qui va s'en prendre à vous pour une chose pareille. Mais ils sont tous les deux tellement pris par le nombre de spectateurs qu'ils ne réalisent même pas à quel point la situation devient de plus en plus dangereuse. Tout d'abord, regardez le verrou de la porte de la salle télé. C'est le seul truc dans la maison qui est brillant et neuf, alors que tout le reste est rouillé et détruit. Ça veut clairement dire que quelqu'un est venu récemment et a installé ce verrou parce qu'il avait l'intention de piéger quelqu'un à l'intérieur. Et croyez-moi quand je vous dis que vous ne voulez pas être cette personne. Mais le pire, c'est le corps qu'ils viennent de trouver dans le grenier. Ils le considèrent tous les deux comme un moyen d'obtenir plus de vues. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont en train de regarder en direction de leur propre avenir. Après la mort d'une personne, son corps subit un processus de décomposition qui dure plusieurs semaines. Les cellules à l'intérieur commencent à mourir progressivement à cause du manque d'oxygène. Quand les bactéries commencent à décomposer les tissus, des gaz comme le méthane et le dioxyde de carbone sont libérés dans l'air, d'où cette horrible odeur. Donc, une fois que le processus commence, le corps se met à se décomposer plus rapidement avec la peau qui devient grise comme vous le voyez ici, et l'odeur devient encore plus intense. Cependant, après environ 11 jours, la plupart des tissus mous sont décomposés et l'odeur commence à s'estomper. Au bout d'un mois environ, il ne reste plus que des os, du cartilage et des cheveux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Spicy Steve ? D'après l'état du corps, on peut supposer qu'il a été tué il y a environ 5 jours. Ce qui veut dire que non seulement cette scène de crime est encore très active, mais que la personne qui a commis le crime est peut-être encore dans les parages. Bon, c'est pas le moment de paniquer, mais il est certainement temps de commencer à s'inquiéter.
Tout d'abord, nous allons cesser de toucher à quoi que ce soit à partir de maintenant pour ne pas altérer les preuves ou énerver d'autres fantômes. Ensuite, on doit se regrouper avec Jenny Spencer, retourner à la maison et se tirer de la hélico. Une fois qu'ils auront appelé les flics et signalé le corps, ils devraient aussi probablement appeler un avocat. Parce que j'ai le sentiment que les flics ne vont pas comprendre la blague quand Steve et Chad auront expliqué leur idée de canular. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je prendrai aussi quelque chose pour me défendre, à moins que je ne sois à une distance très sûre de cette maison flippante. De cette façon, je pourrais balancer des trucs à la main si la personne qui a laissé le corps à l'étage décidait de revenir. En bas, ils tombent sur Jenny Spencer qui leur demande si le corps était bien réel, ou s'il s'agissait juste d'un prank. Ces deux-là prennent la situation très au sérieux et ils disent qu'il faut appeler les flics tout de suite. Le seul problème, c'est que Steve et Chad sont déterminés à faire durer le live stream toute la nuit. Ils décident donc de se séparer, donnant à Jen les clés de la voiture pour qu'ils attendent à l'extérieur, tandis que les deux autres restent dans la maison. Steve se réjouit toujours de leur nombre de vues, mais quand il regarde maintenant le chat, il se rend compte qu'ils ne reçoivent que des commentaires haineux de la part de ceux qui pensent qu'ils sont allés trop loin. Chad est habitué à la haine et ne semble pas s'en préoccuper, mais Steve commence rapidement à regretter d'avoir utilisé le corps pour gagner en influence. Ses amis veulent que le spectacle continue, mais le streamer veut faire ce qu'il faut, disant qu'il va récupérer la casquette et appeler les secours. Pendant qu'il y va, Chad se sent frustré et il annonce qu'il va faire cavalier seul, décidant de streamer sur son propre compte si son ami Steve ne veut plus jouer le jeu. Steve présente ses excuses au public et admet qu'il commence à se rendre compte que son ami ici présent est peut-être un trou de cul en fin de compte. Les vues chutent déjà par milliers alors qu'il se dirige vers l'étage. Une fois arrivé dans le grenier, il réalise tout à coup que le corps s'est inexplicablement volatilisé. Il regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il n'y a plus rien là-haut, mis à part les chaînes qu'il retenait au toit. Il aperçoit sa casquette sur les poutres et se rend compte tout à coup qu'il devait s'agir d'une autre farce élaborée par Chad. Rassuré, il pose sa caméra sur le sol et part récupérer sa casquette. Mais il est sur le point de se rendre compte qu'il n'est pas seul ici. Alors qu'il s'efforce de l'attraper, les fans commencent à remarquer que quelque chose bouge dans l'ombre à l'autre bout de la pièce. Quand il parvient enfin à la récupérer, il remarque que tous les commentaires lui disent de regarder derrière lui. Mais il en rit en pensant que ce n'est qu'une blague. Pour prouver qu'il n'a pas peur, il fait défiler l'écran et place le filtre fantôme sur son visage. Quand tout à coup, le filtre se déplace pour couvrir quelque chose dans l'obscurité derrière son épaule. À présent, Steve commence à s'inquiéter et il décide qu'il est officiellement temps de sortir de là, mais il est déjà trop tard. Avant de partir, il s'arrête pour faire un dernier doigt d'honneur à la maison. Mais quand il tourne la caméra, un tueur masqué armé d'une hache le frappe tout à coup dans le dos, le tuant en direct devant 825 000 personnes. Ça fait une victime et il en reste 5. Ok, bon sang, je suppose que Steve vient de passer de la séquence de diffusion en direct à la séquence de projection en direct. Splatch! Ce n'est probablement pas là qu'il voulait finir, mais le bon côté des choses, c'est qu'il est enfin célèbre. Il semble que Steve ait rencontré Wilson Burroughs en direct et en personne. On peut donc dire que Jen et Spencer ont eu une bonne idée. Une fois qu'ils ont trouvé le corps, la situation a dépassé le stade de la plaisanterie. S'intéresser à ses vues plutôt qu'à sa propre vie s'est avéré être une erreur fatale. Mais s'il avait simplement écouté ses potes, il aurait pu s'en sortir pendant qu'il en avait encore l'occasion. Maintenant, se séparer est et sera toujours une mauvaise idée, quelles que soient les circonstances. Il n'était peut-être plus aussi cool avec Chad, mais le danger inhérent à la séparation dans un endroit déjà glauque et dangereux fait qu'il valait mieux tolérer ses conneries, au moins jusqu'à ce qu'il soit capable de retourner à l'extérieur. Maintenant que Jen et Spencer sont dans la voiture, Chad est son seul bouclier de viande, et se séparer de lui donnait au tueur l'occasion parfaite de commencer à les éliminer un par un. Au lieu d'écouter Chad, Steve aurait dû écouter son instinct et appeler la police dès qu'il a trouvé le corps. Au moins, il aurait su que des secours étaient en route, même s'ils mettaient du temps à arriver. Et c'est plutôt rassurant à savoir si un tueur à la hache s'emparait subitement du live stream. Je comprends qu'il n'ait pas pris le chat au sérieux parce qu'il ne voulait pas tomber dans le piège du bon vieux « regarde derrière toi ». Mais dès que le filtre fantôme a sauté sur un élément dans le coin de la pièce, c'était le moment de prendre ses jambes à son cou et non de marcher jusqu'à la sortie la plus proche. Un temps de réaction un peu plus rapide et il aurait pu survivre un jour de plus. Mais s'arrêter pour faire un doigt d'honneur a été la dernière erreur que Spicy Steve ait jamais faite. RIP mec. Mettons quelques mots de sympathie dans les commentaires pour mon pote Spicy Steve. Maintenant, en ce qui concerne les autres, je sais qu'ils viennent de voir Steve se faire hacher menu en direct devant les caméras. Alors il est temps de commencer à prendre les choses au sérieux et de se tirer de cette maison. Ils doivent se regrouper à la voiture et s'enfermer à l'intérieur. De cette façon, ils auront la sécurité du nombre et la possibilité de s'échapper rapidement s'il s'en prend à eux ensuite.
À ce stade, comme ils ne sont pas encore sûrs qu'il s'agit d'un prank, ils devraient contacter Steve immédiatement. Et s'il ne répond pas, il serait plus prudent de supposer que c'est réel plutôt que de perdre plus de temps sans appeler la rescousse. Maintenant, retourner à l'intérieur sans la police pourrait entraîner plus de problèmes. Alors il vaut mieux qu'ils restent ensemble dans la voiture et qu'ils soient prêts à s'en aller en cas de besoin. Comme d'habitude, c'est toujours une bonne idée d'avoir un truc pour se battre. Dans la voiture, Jen a regardé le live stream de Steve pendant tout ce temps, et elle commence à s'inquiéter. Elle essaie de lui envoyer un SMS pour voir s'il va bien, mais son ami ne lui répond pas. Elle décide alors de prendre des nouvelles de Chad au lieu de ça. Il est convaincu que ce n'est qu'une plaisanterie. Et avec 800 000 spectateurs en ligne, il n'a pas l'intention de mettre fin à son direct de sitôt, disant qu'il va retourner à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Réalisant qu'elle passe à côté d'un contenu intéressant, Jen déclare qu'ils devraient tous les deux retourner dans la maison. Spencer n'est pas d'accord, affirmant que les maisons hantées ne correspondent pas vraiment à leur concept en fait. Mais sa copine a déjà pris sa décision. Elle prend son téléphone et lui dit d'attendre là pendant qu'elle va chercher Chad. Et elle laisse Spencer se débrouiller tout seul. Alors qu'elle retourne vers la maison, elle commence à essayer d'enthousiasmer les téléspectateurs pour de nouvelles aventures effrayantes. Mais quand elle regarde les commentaires, elle s'aperçoit qu'ils parlent tous de la dispute qu'elle vient d'avoir avec son petit ami au lieu de ça. Elle prend une minute pour réfléchir et leur dit de rester en ligne pendant qu'elle fait une petite pause pour poster quelques selfies et arranger les choses avec Spencer. Jen rallume le flux juste au moment où elle entre dans la maison, mais il n'y a aucun signe de Steve ou de Chad. Elle bascule sur le fil de Chad et voit qu'il s'approche tranquillement de la porte d'entrée depuis l'extérieur. À ce moment-là, Chad arrive en courant de l'étage et il explique qu'il ne trouve plus son téléphone alors qu'il l'avait posé pour se soulager. Il a fouillé toute la maison, mais jusqu'à présent, il n'a trouvé aucune trace de Steve, ni de son corps. Quand elle lui fait remarquer que son téléphone émet un streaming en direct depuis l'extérieur, il pense qu'il s'agit d'une blague d'un de leurs streamers rivaux, mais Jen n'en est pas si sûre. Tout à coup, ils entendent plusieurs coups, comme si quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Mais le temps que Jen l'ouvre, la personne qui frappait a déjà disparu. Sur le flux de Chad, il voit que la personne qui a le téléphone les conduit plus profondément dans le marécage à l'extérieur. Avec 800 000 téléspectateurs, ils sont plus excités par les images que préoccupés par ce qui pourrait arriver. Et ils décident donc de poursuivre le mystérieux caméraman dans les bois, sans se douter que l'un d'entre eux n'en reviendra pas vivant. Il court dans les bois et se retrouve rapidement sur le quai d'embarquement d'où émettait le téléphone quelques minutes plus tôt. Sur le compte de Chad, ils sont déconcertés de voir que la personne qui était là vient de mettre fin à son livestream. Et Jen commence à regarder autour d'elle dans l'obscurité, à la recherche d'un signe d'où ils auraient pu se rendre. Chad prend le téléphone et menace de tout plaquer s'ils ne le rendent pas. Mais c'est alors que quelqu'un dans le chat mentionne que son flux est de nouveau actif. Cette fois, quand il bascule dessus, il semble que la personne se tienne au milieu de l'eau et les filme à une courte distance. À l'aide de sa lampe torche, Chad parvient à comprendre dans quelle direction ils sont allés et il se précipite immédiatement pour les affronter, tout en laissant Jen derrière lui sur le ponton. N'étant pas du genre à gâcher une bonne occasion de faire de la pub, Jen profite de l'occasion pour vanter sans retenue les mérites d'un de ses sponsors. Alors que son nombre de vues est sur le point d'atteindre le million, le chat commence à dire qu'il pourrait y avoir des alligators dans les marais. Elle trouve donc une idée pour capter des images. Elle utilise une pagaie qu'elle a trouvée sur le sol, y attache son téléphone et la descend dans l'eau. Mais quand elle la remonte, son téléphone filme un homme vêtu d'une cape noire qui se tient juste en dessous du ponton. Le chat s'emballe, essayant de la prévenir, quand tout à coup, l'homme tend le bras et l'attrape par les jambes, l'attirant hors du quai et l'entraînant dans l'eau trouble en contrebas. Ça fait 2 victimes et il en reste 4. Ok, bon, on n'a peut-être pas vu d'alligator, mais on dirait que quelqu'un vient de se retrouver sur la liste des espèces en voie de disparition. Et je suis désolée de te le dire, Jen, mais tu as un peu merdé. Tu veux savoir ce qui est le plus dingue dans tout ça? Il y a de fortes chances que tout ce qui s'est passé ce soir soit entièrement de ta faute. Oh oui, tu m'as bien entendu. Tu te souviens quand tout le monde est arrivé pour la première fois devant la maison? Tu as raconté que tu avais envoyé un texto à un ancien membre d'une secte pour lui demander une interview. Et tu pensais que moi, je ne le remarquerais pas? Bon, la personne n'a peut-être pas répondu, mais il semble qu'elle ait bien reçu le message. Alors peut-être que la prochaine fois, tu n'auras plus l'idée lumineuse d'envoyer un texto au bourreau local pour l'avertir de ton passage en ville, ok? Ok. Mais les mauvaises décisions ne s'arrêtent pas là. Même si ton instinct te disait que quelque chose n'allait pas, tu as décidé d'écouter Chad plutôt qu'autre chose. Bon, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est un vrai crétin. Et je ne lui confierai certainement pas ma vie. Tu sais, aucun spectateur ne vaut la peine de risquer sa vie. Et au moins Spencer a eu le bon sens de vouloir partir pendant que vous en aviez l'occasion. Mais toi, tu as décidé de te séparer pour aller te promener toute seule dans les bois, comme si ce n'était pas la dernière chose qu'une personne normale et intelligente ferait.
Donc, un parfait inconnu vole le téléphone de Chad et tu décides de suivre aveuglément cette personne dans une partie encore plus isolée et dangereuse du marais. Et quand tu réalises qu'ils vous observent tous les deux de quelque part au milieu de cet enfer infesté d'alligators, ta première pensée a été « Oh, voilà Steve qui recommence à faire une de ses blagues idiotes !» Je suis désolée, mais est-ce que les vers des marais ont mangé ton putain de cerveau? C'était le signal pour détaler façon Scooby-Doo et courir tout droit vers la voiture. Mais non, tu as préféré rester là à exposer tes jambes sur le quai comme Kermit la grenouille assis sur une souche d'arbre, jusqu'à ce que le tueur arrive et te jette dans la rivière. Ouais, quelle bonne idée! Eh bien, j'imagine que tu n'avais pas besoin d'avoir peur des alligators finalement. Mais il semble que ce que tu aurais dû faire, c'est te préoccuper de tes propres décisions stupides. Félicitations pour avoir atteint 1 million de téléspectateurs juste pour qu'ils puissent tous te regarder mourir. Parce que Jen, tu as juste merde. Après avoir vu son flux s'éteindre, Spencer s'inquiète et tente d'appeler sa petite amie. Mais Jen ne décroche pas. Il passe alors au fil de Chad, qui a enfin retrouvé son téléphone. Et il décide de l'appeler au lieu de ça. Le gars est toujours convaincu que c'est juste Steve qui fait un prank, mais Spencer décide qu'il en a assez. Il sort de la voiture et dit qu'il va trouver Jen. Mais dès qu'il sort, il est tout à coup attaqué par l'homme à la hache, qui le tue brutalement alors qu'il était encore au téléphone avec Chad. Ça fait 3 victimes, et il en reste encore 3. À présent, il ne reste plus que Chad lui-même, et il commence à s'inquiéter que tout ça n'était peut-être pas qu'une blague après tout. Il commence par envoyer un texto à Jen, mais ne reçoit pas de réponse. Il essaie d'appeler Steve, et c'est la même chose. Il revient à son live et commence à se demander qui pourrait être le cerveau des attaques. Mais c'est alors qu'il reçoit une réponse de Steve, qui admet que ce n'était qu'une mauvaise blague pour se venger depuis le début. Il dit à Chad de le rejoindre dans la salle télé et le streamer retourne dans la maison, en avouant qu'ils lui ont quand même fait peur pendant 1 minute. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il est en train de tomber droit dans un piège. Chad retourne à l'intérieur en pensant que tout est fini. Mais il est distrait par le fait qu'il vient de dépasser le 1 million de spectateurs pour la toute première fois. Quand il arrive dans la pièce, il voit quelqu'un déjà assis dans l'obscurité. Persuadé qu'il s'agit d'un coup monté, il décide d'inverser la situation et de lancer un tas de pétards. Mais bien que les pétards explosent juste à ses pieds, la personne assise dans le fauteuil ne bronche pas. Frustré de ne pas avoir pu obtenir de réaction, Chad s'approche de la chaise et retire le masque de la personne. Mais il se rend compte qu'elle porte un autre masque en dessous. Terrifié, il réalise alors tout à coup qu'il ne s'agit pas de Steve, quand l'homme se lève et commence à le poursuivre avec une hache. Mais il parvient à s'enfuir en fermant la porte grâce au verrou installé à l'extérieur. Dans le couloir, il se précipite immédiatement vers la sortie, mais se rend compte qu'il vient d'être piégé à l'intérieur de la maison. Pendant tout ce temps, il entend le tueur essayer d'enfoncer la porte et commence rapidement à barricader la pièce dans laquelle il s'est caché avec tout ce qu'il peut trouver. Maintenant, il commence vraiment à paniquer et il se dit qu'il est enfin temps d'appeler la police. Il essaie d'expliquer la situation du mieux qu'il le peut, mais dès que l'opératrice entend qui appelle, elle change tout à coup d'attitude. Elle connaît déjà Chad pour sa carrière dans le streaming et elle croit qu'il s'agit d'une autre de ses blagues. Elle l'avertit de ne plus appeler au secours pour rien avant de raccrocher brutalement le téléphone. À ce moment-là, il entend le tueur se libérer et son seul choix est de se mettre à l'abri à l'intérieur d'une armoire cassée en restant aussi silencieux que possible. Il parvient à bien se cacher alors que le tueur fouille lentement la pièce. Mais à présent, les spectateurs de son chat veulent à tout prix le voir mourir. Quand il semble que la voie est libre, quelqu'un dans le chat trouve son numéro de téléphone et décide de l'appeler, donnant ainsi sa position exacte. Il le coupe aussi vite qu'il le peut, mais ça ne sert à rien. Et le tueur l'arrache à sa cachette, l'entraînant à nouveau dans l'obscurité. Malgré tout, Chad réussit à se libérer de ses griffes avec une légère blessure, et il sort à toute vitesse par la porte de derrière. Mais en réalité, sa nuit d'enfer ne fait que commencer. Ok, on dirait que Chad vient d'apprendre ce que c'est que d'être la cible d'une mauvaise blague, mais cette fois, Burroughs ne plaisante pas. Sortir de là va être encore plus difficile pour de nombreuses raisons. Le tueur connaît probablement les lieux bien mieux que lui, et le stress psychologique de la situation pourrait l'amener à commettre des erreurs stupides. Dans l'obscurité, il peut facilement se perdre ou se faire dévorer par un alligator. Et le pire, c'est qu'il ne peut même pas appeler qui que ce soit à l'aide. La police ne le prendra pas au sérieux, puisqu'elle sait que c'est un plaisantin, et certains de ses fans sont encore pires. Certains d'entre eux pourraient encore être utiles, mais il suffit d'un seul gars, comme la personne qui a appelé son téléphone pendant qu'il se cachait, pour qu'il se fasse tuer. Sans compter que si le tueur regarde le livestream, alors il saura exactement où se trouve Chad à chaque instant. Il devra donc prendre la décision difficile de continuer à diffuser le flux pour les bénéfices potentiels ou de l'arrêter parce qu'il y a potentiellement des risques. Maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'il a au moins réussi à sortir de la maison.
parce que c'est généralement la partie la plus difficile de la bataille. Il va bénéficier d'une poussée temporaire d'adrénaline à la suite de cette rencontre, ce qui devrait l'aider à s'en sortir et donner à Chad une décharge d'énergie qui l'aidera à courir plus vite, à se battre plus vigoureusement et à tolérer beaucoup plus de douleur. Ça dilatera aussi ses pupilles, ce qui lui donnera une meilleure vision nocturne et augmentera sa vigilance et son sens de l'ouïe. En gros, ça fera de lui une sorte de super Chad jusqu'à ce que ça se dissipe. Ça veut probablement dire que le meilleur plan est de se lancer vers la route. Je prendrai donc une seconde pour me repérer, puis j'essaierai de me diriger dans la bonne direction. Maintenant, pour se déplacer, il va devoir essayer de rester aussi discret que possible en utilisant l'obscurité et la nature du terrain comme couverture. Et je n'arrive pas à croire que je dise encore ça, mais s'il te plaît, ramasse quelque chose pour te défendre, mon gars. Je me fiche de savoir si c'est un bâton, un rocher ou un bébé alligator. Tu as juste besoin de quelque chose pour te battre si le tueur se manifeste à nouveau. Ensuite, tout ce qu'il aura à faire, c'est de s'éloigner le plus possible de la maison et d'utiliser son GPS ou sa mémoire pour retrouver le chemin vers la route. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais au moins, il aura fait un pas de plus vers la civilisation. Chad court dans les bois et continue jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où il peut se reposer en toute sécurité. Il a une vilaine coupure au bras et commence à demander aux chats s'ils peuvent appeler la police pour lui. Mais il a été un tel connard pendant toute sa carrière que personne ne veut l'aider. Heureusement, il finit par trouver une personne bienveillante parmi les 1,5 million de spectateurs. Et celle-ci lui envoie une localisation qu'il mènera à une route située à une courte distance de là. Chad prend ses jambes à son cou et s'élance dans l'obscurité, se dirigeant vers la route jusqu'à ce qu'il atteigne leur Jeep. Il s'enferme à l'intérieur et commence à chercher désespérément les clés, espérant que Spencer les aura laissées dans la voiture. Mais il est tellement distrait qu'il ne remarque pas l'étrange lumière rouge qui brille par la vitre arrière. Vu que la recherche des clés ne donne rien, il décide d'essayer de démarrer la voiture avec les câbles au lieu de ça. Il ouvre un tuto sur YouTube et assiste à une longue explication sur le principe du branchement direct, pour finalement découvrir qu'il est impossible de le faire sur une voiture fabriquée après 1999, ce qui veut dire qu'il est toujours coincé exactement au même point. Frustré, il retourne au chat et commence à trouver d'autres idées, quand tout à coup, le tueur décroche le manche de sa hache et transperce la vitre du côté conducteur. Mais Chad parvient à s'échapper, fuyant à nouveau dans l'obscurité avec le tueur à quelques pas derrière lui. Après avoir couru pendant un certain temps, il semble qu'il ait finalement réussi à se débarrasser du tueur, et il finit par arriver sur une vraie route. Il lance une appli et tente d'appeler un service de transport, mais il se rend vite compte que personne ne circule dans cette zone. Quelqu'un sur le chat lui dit qu'ils sont en route, mais à ce stade, il ne croit pas un mot de ce qu'on lui dit. Une personne lui demande pourquoi il continue à filmer, ce à quoi il répond que c'est la plus grande soirée de sa carrière. Il retourne la question pour leur demander pourquoi il regarde encore. À ce moment-là, il aperçoit 2 phares qui s'approchent de lui sur la route. Ce sont les membres de la fraternité qui ont dit qu'ils arrivaient. Et Chad saute avec gratitude dans la voiture, pensant que sa vie est sur le point d'être sauvée. Alors qu'il tente d'expliquer la situation, il se rend vite compte que ces gars sont peut-être encore plus cons que lui. Après leur avoir fait comprendre qu'il ne s'agit absolument pas d'une blague, il les convainc de se rendre au poste de police le plus proche. Alors qu'ils s'approchent d'un portail, un autre véhicule leur coupe la route et leur bloque complètement le passage. Chad commence à leur dire de chercher un autre accès, mais ces 2 crétins décident qu'ils veulent se battre. Ils sortent de la voiture et s'approchent avec assurance du tueur, mais celui-ci les abat tous les 2 en quelques secondes, ce qui fait 5 morts, et il n'en reste plus qu'un à abattre. Chad se rue rapidement sur le corps du premier gars et s'empare de ses clés. Il retourne à la Jeep juste au moment où le tueur le percute avec son pick-up, mais il parvient à enclencher la marche arrière et à le faire quitter la route, ce qui provoque l'accident du véhicule dans un fossé. Sûr de lui, Chad reprend la route vers la sécurité, se vantant auprès de ses 4 millions de followers qu'il vient de sauver sa propre vie. C'est alors qu'il se souvient de ses amis morts en chemin. À ce moment-là, il reçoit un message du téléphone de Jen qui lui dit de revenir à la maison, sinon elle mourra. Il n'y croit pas une seconde et envoie un message pour obtenir une preuve qu'elle est toujours en vie. Alors, le tueur lui envoie une vidéo d'elle enchaînée quelque part dans la maison, ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai. Ok, Chad doit faire un choix difficile. Doit-il retourner sauver son ami ou se tirer d'ici tant qu'il en a encore l'occasion? Normalement, ce serait une décision assez facile à prendre. Il suffirait de dire merde et de s'éloigner le plus possible de la maison de la mort. Mais maintenant qu'ils ont Jen, il va se sentir mal à l'idée de la laisser derrière lui. Et c'est d'autant plus dur qu'il est plus ou moins responsable de ce qui s'est passé. Maintenant, le tueur essaie manifestement de la tirer dans un piège en utilisant la vidéo de Jen comme manipulation psychologique. Mais il n'y a aucun moyen pour lui de savoir si elle a vraiment été filmée sur le moment ou si ce n'est qu'un piège et qu'elle est déjà morte. Chad est blessé et fatigué.
Il a une vilaine blessure au bras et il commence à être un peu épuisé par tout ce stress. Ça va l'empêcher de prendre les décisions les plus judicieuses et il sera affaibli en cas de combat. De plus, il n'y a pas de renfort et il sera complètement seul s'il se retrouve dans une mauvaise situation. La seule chose qu'il a vraiment pour lui, c'est cette voiture, puisque ça lui permet de s'échapper facilement et de se mettre à l'abri. Mais à part ça, il a une batte de baseball, une lampe frontale et peut-être d'autres pétards dans son sac. Ce n'est pas grand-chose en cas de combat, mais c'est mieux que rien. Maintenant, la question est de savoir ce qu'il devrait faire. Personnellement, je me tirerai de là tant que je le peux. Il ne faut pas oublier que c'est Jen qui a envoyé un texto à la secte et que cette soirée aurait pu être normale si elle n'avait pas été là. Donc, il n'y a aucune chance que j'aille là-bas et que je risque ma vie pour la sauver maintenant. S'il veut le faire, il va falloir qu'il ait une sacrée bonne stratégie. La voiture est la meilleure chance de s'échapper, mais si le tueur la trouve, il la sabotera. Sortir de la maison ne servira à rien s'il se retrouve de nouveau coincé dans le marais. Chad devrait donc commencer par garer la voiture dans un endroit pas trop visible en utilisant les broussailles comme camouflage naturel et en s'assurant qu'il prend bien les clés. Au lieu d'aller directement à la porte d'entrée, il devrait essayer de se faufiler jusqu'à la maison et tenter d'avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des fenêtres au sous-sol qui lui permettraient de voir ce qu'il y a en bas, et si elles sont assez grandes, il pourrait être en mesure de se faufiler à l'intérieur puis de ressortir de la maison avec Jen sans se faire remarquer. J'essaierai d'utiliser la lampe frontale le moins possible. De cette façon, il pourra garder l'élément de surprise. S'il se retrouve dans une situation d'affrontement, il devra utiliser ses équipements de la meilleure façon possible. La hache du tueur est puissante, mais elle est également longue à remonter et le laisse chancelant quand il rate son coup. J'ai l'impression que la clé de la réussite serait plutôt de lui faire amorcer un coup, de l'esquiver, puis de profiter de ce moment précis pour lui asséner un bon coup à la tête, dans les bras ou dans les jambes. Vous n'aurez même pas besoin de vous concentrer sur le fait de l'éliminer, mais simplement de l'étourdir suffisamment longtemps pour vous permettre de vous enfuir. Chad demande conseil sur le fil de discussion, et ils lui disent qu'il doit retourner à la maison pour voir ce qu'il y a dans la cave. Les débats vont bon train sur ce qu'il doit faire, mais il décide de se comporter en homme et d'essayer de sauver Jen. Avant de retourner sur ses pas, il envoie un message rapide à la police pour les informer de ce qui se passe. Cette fois, il confirme enfin qu'ils sont en route, mais il faudra attendre environ 45 minutes avant que qui que ce soit n'arrive. Une fois arrivé près de la maison, il commence à fouiller la boîte à gants à la recherche de quelque chose d'utile et finit par trouver une lampe frontale cachée à l'intérieur. Il y a même une batte de baseball laissée par les derniers gars. Le seul problème, c'est qu'il ne pourra pas se servir de ses deux mains pour la balancer tout en gardant son téléphone en main. Et avec plus de 5 millions de spectateurs en direct sur son streaming, il n'est pas question qu'il l'éteigne maintenant. Quelques secondes plus tard, Chad déclenche l'alarme de la voiture pour attirer le tueur hors de la maison. Et tandis que Burroughs vient voir ce qui se passe, Chad se faufile discrètement à l'intérieur pendant qu'il a le dos tourné. Au lieu d'éteindre le téléphone, le tueur le prend et commence à se filmer en train de rentrer dans la maison. Tout le monde sur le chat s'affole immédiatement, réalisant qu'il est peut-être sur le point de se filmer en train de tuer brutalement Chad. C'est exactement le genre de contenu qu'ils aiment voir, et les vues continuent à augmenter alors que l'homme commence à descendre dans le sous-sol. Il finit par arriver dans la pièce où ils retiennent Jen et éteint sa propre lampe frontale pour que personne ne s'aperçoive de sa présence. Mais quand il voit le tueur arriver, Chad se redresse et commence à lui crier de reculer, menaçant de l'assommer avec la batte s'il s'approche davantage. Il lui ordonne de lui remettre les clés et lui dit que la seule façon pour lui de ne pas se faire fracasser, c'est de les laisser repartir tous les deux. C'est plutôt courageux de sa part, mais tout bascule quand Jen lui demande ce qu'il compte faire de tous les autres. Le jeune homme regarde tout à coup autour de lui et se rend compte qu'ils sont complètement encerclés par d'autres membres de la secte. À ce moment-là, l'un d'entre eux sort de l'ombre et le poignarde dans le dos. Au lieu de le tuer tout de suite, ils s'en prennent d'abord à Jen, qu'ils achèvent alors que Chad tente de remonter en boitant. Terrifié, Chad s'enfuit à travers la maison et tombe sur d'autres membres de la secte en train de festoyer sur le corps de Spencer, ce qui fait de lui le seul survivant. Il n'a d'autre choix que de fuir jusqu'au grenier, mais une fois arrivé en haut, un des membres de la secte le défonce et l'enchaîne au sol, ce qui ne lui laisse plus aucun espoir d'aller où que ce soit. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire à sa mère qu'il l'aime quand le tueur place le téléphone devant son visage. Puis il entre dans le cadre avant d'enfoncer la hache directement dans le dos de Chad. Ça fait 6 victimes et il n'y a plus aucun survivant. Petit à petit, le nombre de vues commence à diminuer alors qu'il se vide de son sang sur le sol, se réduisant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul spectateur en ligne. En fin de compte, il a obtenu les vues qu'il recherchait tant. Mais je pense que Chad a appris une leçon très importante. Si vous comptez sur le chat pour vous sauver la vie, considérez que vous êtes déjà mort. Chad gets the axe.
La Maison de la Mort, le live stream, je l'ai bien aimé ce film. En fait, il m'a un peu rappelé Deadstream, et j'ai trouvé que tout le monde a fait du bon boulot, à l'exception de... Ouais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous auriez fait différemment. Laissez un like, abonnez-vous et n'oubliez pas de consulter la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!